bien manger. Et c'est là que je vais vous proposer de revenir ou de remonter dans le temps en reprenant des textes de Plutarque. Alors Plutarque, on le situe dans l'école du médioplatonisme. Il est né en 46, il est mort en 125, donc il est à la charnière de 2 siècles, le 1er siècle et le 2e siècle, puisqu'il vient après Jésus-Christ, cet auteur, et il est surtout connu de vous tous, je suppose, pour les vies parallèles des hommes illustres. Mais il a aussi écrit beaucoup de traités de morale, et 2 traités très étonnants qu'il intitule « S'il est loisible de manger chair » et qui sont traduits du grec aux éditions POL. Donc j'en ai reproduit plusieurs exemplaires pour vous à la fin. Si vous êtes intéressé par ces textes, vous pourrez venir vous servir. Et la traduction est celle d'Amyot, revisitée par Baudouin-Matusek, donc 2 grands hellénistes. On précise que le mot chair, c'est C-H-A-I-R. Voilà, voilà. Alors, s'il est loisible de manger chair, sont 2 textes tout à fait étonnants où Plutarque va reprendre des propos qui sont antérieurs déjà à son époque. Ce sont les propos d'Empédocle, les propos de Pythagore, qui étaient des antispécistes avant l'heure. Alors, c'est quoi un antispéciste? C'est quelqu'un qui vous dit, au fond, on a créé une sorte d'échelle ontologique entre les hommes, qu'on a mis au-dessus du règne animal parce que ces hommes étaient dotés de raison, donc ils étaient mis à part, ils avaient un statut d'homme noble par ce don qu'était la raison, donc ce don qui leur permettait d'avoir conscience d'eux-mêmes et du monde, de le représenter, et qui leur permettait aussi, comme le dit la Genèse, ce premier livre du Pentateuque, de donner un nom aux animaux et de les dominer. C'est d'ailleurs le commandement assez sibyllin de Dieu à Adam. Voilà, tu nommeras les bêtes de la terre et du ciel, et tu domineras sur eux. Alors, Plutarque s'interroge, lui, et se demande si notre régime alimentaire carné a bien un sens. Et ce sens, il le remet en question, suite à Empédocle, suite à Pythagore. Et il se dit en antispéciste avant l'heure, c'est-à-dire en regardant les bêtes non comme de tout autre, mais des compagnons de route qui n'ont pas un statut moindre de l'être, mais un autre statut qui leur demande également de participer à notre monde et de n'être pas mis à part comme des moyens qu'on utiliserait, parce qu'on serait doté de cette raison et qu'on pourrait en faire nos objets ou nos biens de consommation. Il se dit, quand vous mangez un animal, vous commettez un crime. Alors, le texte commence comme ça, c'est hyper étonnant d'ailleurs. Et cet étonnement philosophique qu'on peut avoir quand on commence à apprendre ce premier traité, c'est de dire que Plutarque nous met face à notre propre cruauté. Et il dit d'ailleurs, vous ne supporteriez pas d'égorger vous-même une bête, de voir le sang couler et de manger sa chair. Qu'est-ce que vous faites quand vous mangez de la viande? Vous la prêtez, vous mettez des sauces, vous la faites bouillir, vous la faites cuire, et elle devient autre, cette chair. Et vous pensez, en fait, ne pas manger de la chair. Puis l'autre argument, c'est de dire, quand vous faites ripaille de chair, dit-il, vous commettez un vice, celui de l'intempérance, c'est-à-dire que vous outrepassez les besoins naturels et nécessaires. C'est pas naturel de manger la chair pour Plutarque, c'est pas nécessaire parce que la terre, dit-il dans ses traités, nous fournit par ses légumes et par ses fruits tous les besoins que notre corps a. Troisième argument dans ces traités, c'est de dire que la chair alourdit l'esprit, que la chair nous rend bêtes, que la chair nous rend lourdeaux, que la chair nous rend aussi inhumains. Et nous développons tous les vices que nous connaissons et qui sont propres à l'homme, aux sociétés humaines, parce que nous avons ce régime carné selon Plutarque. Et alors, c'est intéressant parce que cette intempérance, on la retrouve dans tout le stoïcisme, et c'est un manque de mesure en philosophie.
Et l'intempérance, vous la retrouvez dans la première scène du voyage de Chihiro de Miyazaki. Vous vous souvenez de cette scène? Quand les parents se perdent parce qu'ils cherchent leur nouvelle maison et ils trouvent un parc à thème abandonné. Et là, le père est attiré par la bonne odeur de la chair, en fait. Hein, et il se dit, tenez, tenez, c'est là, venez manger. Et il s'empiffre avec sa femme de chair, de viande. Et on les voit, la scène est longue, hein, on les voit manger goulûment, de manière intempérante, excessive, cette chair que la petite Chihiro ne veut pas manger. Et ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de Miyazaki alors que je vous parlais de Plutarque, c'est que Plutarque dit « Tu ne sais pas, puisque l'animal est aussi doué d'une âme, c'est un vivant doué d'une âme, pour Plutarque, si tu ne manges pas une réincarnation d'homme. » Donc c'est pour ça que pour lui, quand on mange des bêtes, on est peut-être inhumain, parce que ces bêtes sont d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est antispéciste. Il ne les dévalue pas, il ne les met pas au rang d'objet, quelque chose d'inanimé, quelque chose de non-vivant, et voire quelque chose en plus qui n'aurait pas d'anima, de souffle, d'âme. Cette âme des bêtes, nous la mangeons aussi avec leur chair, même quand la chair est morte. Et vous le savez, dans le voyage de Chihiro, les parents vont être transformés en porcs. Alors ça fait référence à Homère tout de suite, dans notre culture générale, puisque c'est Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse au chant 12 de l'Odyssée en pourceaux, parce que les compagnons d'Ulysse se sont empiffrés de quoi? De viande, dans Homère, justement. Hein, ils mangent la viande. Ulysse est très tempérant, il ne mange pas beaucoup, il ne veut pas s'alourdir l'esprit, dit Homère, et Circé le regarde, en tombe amoureuse, et se dit, voilà un homme qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme ses compagnons. Et Chihiro aura à racheter l'âme de ses parents transformée en cochon, comme Ulysse aura à racheter l'âme de ses compagnons transformés en porc. Et alors là, on trouve dans le voyage initiatique de Chihiro et dans la quête d'Ulysse la même qualité humaine qui est celle de la tempérance, mais plus encore peut-être de la résistance. Et cette résistance, plus tard qu'il en parle dans ses très beaux textes, il dit « résiste à ce ventre qui n'a pas d'oreille ». Et c'est cette partie noble de l'âme qui doit y résister à ce ventre. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'en mangeant bien, en ne faisant pas d'excès, de viande surtout, tu seras un homme qui pourra avoir des idées claires, des idées distinctes et pratiquer la vertu. Alors je laisse la parole à Nathalie. Oui, alors vous avez compris, on partage avec vous des textes qui nous ont plu par rapport à cette thématique du bien manger. Et voilà, moi je vais créer on a créé toutes les deux un écart historique, puisque moi je reviens au XXe siècle, je suis en France, je suis avec Roland Barthes, et avec un article qui s'appelle « Pour une psychosociologie de l'alimentation contemporaine ». Alors c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il montre dans cet article qui est paru en 1961 dans les Annales, hein, pour une psychosociologie de l'alimentation contemporaine. Bon, on pourrait peut-être dire que, et je crois que c'est aussi un petit peu ce qui nous réunit, c'est que la nourriture, ça fait penser. C'est un objet de pensée. Or, il commence son article, Barthes, en disant que finalement la question de l'aliment devrait nous interroger, devrait interroger la recherche en tant que l'aliment est signifiant. Il dit quelque chose de nous. Bon. Alors, il commence par un exemple. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder en ligne ce texte pour une psychosociologie de l'alimentation contemporaine, il est lisible de manière gratuite. Alors, il dit que le sucre, alors il prend l'exemple chez les Américains, le sucre, ou chez les Français le vin, sont des institutions. Alors, qu'est-ce qu'il entend par institution? Il dit, elles impliquent, hein, ces aliments, impliquent, en tant qu'ils sont institutions, impliquent des images, des rêves, des tabous, des goûts, des choix, des valeurs. Et il dit, aux États-Unis, les habitants des États-Unis d'Amérique consomment presque 2 fois plus de sucre que les Français. Et
nous dit-il, ce n'est pas seulement intéressant en tant que ça relève abstraitement d'une économie et de la politique, mais c'est donc, le sucre n'est pas seulement révélateur du sucre marchandise tel qu'il est traité par l'économie et la politique, mais en tant qu'il est un aliment concret, mangé, autrement dit un phénomène. Comme il le dit aux États-Unis, cet excès de sucre dit quelque chose de l'alimentation globale des Américains. Voilà, par la saturation des pâtisseries, le développement des glaces et des gelées, des sirops qui découlent de ce sucre. Et que les Américains incorporent aussi dans des mets que les Français n'ont pas l'habitude de goûter, des viandes sucrées notamment, hein, puisque le sucre se mélange à la viande. Alors qu'est-ce que montre là Barthes? Il montre que le sucre, par cet exemple des États-Unis, peut être un modèle de recherche. Et surtout de sortir cette idée que l'aliment ou l'alimentation ou l'interrogation sur notre nourriture serait seulement liée à l'économie politique, à la recherche d'économie politique. C'est plus, donc l'aliment c'est plus qu'un élément voilà, d'une recherche qui toucherait uniquement des économistes voilà, en politique, mais c'est aussi une manière pour d'autres chercheurs de réfléchir à ce que nous montrons de notre société. Par exemple, pour le psychosociologue, de s'interroger sur la liaison constante du niveau de vie et de la consommation par rapport au sucre. Ou alors pour l'historien, de montrer qu'il y a des voies d'acculturation du sucre américain. Par exemple, le sucre, cette incorporation du sucre un petit peu partout dans la nourriture américaine, ça vient aussi des Hollandais, des Allemands, qui pratiquent une cuisine sucrée-salée. Autrement dit, ce que montre Barthes, et qui est, je crois, intéressant pour nous, c'est que le sucre, c'est pas seulement un aliment, mais c'est aussi une attitude qui est liée à des usages ou à des protocoles, et qui ne sont pas seulement alimentaires. Et il prend cet exemple encore aux États-Unis, des diary bars, qui sont sans alcool, mais dans lesquels on rencontre une surabondance de boissons sucrées. Alors Barthes nous dit, c'est le signe de quoi? Eh bien c'est le signe, ce sucre-là, hein, ces endroits où on peut manger ou boire uniquement du sucre et non pas boire de l'alcool, eh bien c'est le signe de vivre sa journée pour un Américain, c'est-à-dire le repos, le voyage, l'oisiveté. Autrement dit, l'aliment montre un rapport au temps qui est propre à une culture. Donc cette contribution de Barthes à une psychosociologie de l'alimentation française démarre comment? Je vous le disais à l'instant, il démarre... Bon, il va d'abord à l'encontre de cette idée que notre nourriture ne serait pas signifiante. Et que, voilà, elle serait même, d'ailleurs, pour la plupart des chercheurs, futile. Elle a un côté futile et même culpabilisant. Il est culpabilisant de travailler sur ce genre d'objet de la réflexion. Or, ce que nous dit Barthes, c'est que le produit acheté, autrement dit vécu par le consommateur, n'est pas le produit réel. Il est bien plus que cela, il est bien plus que le produit acheté. Qu'est-ce que la nourriture, nous dit-il? C'est pas seulement une collection de produits justiciables, hein, d'études statistiques ou diététiques, mais c'est aussi un système de communication. C'est un corps d'image, l'aliment que nous ingurgitons. C'est un protocole d'usage, de situation et de conduite. Alors, comment faudrait-il étudier cette réalité alimentaire élargie, nous dit-il, jusqu'à l'image et aux signes? Eh bien, il faut prendre les faits alimentaires tels qu'ils sont, hein, partout où ils se trouvent. Autrement dit, il y a une part d'observation directe. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a une part aussi d'observation indirecte déclenchée par cette recherche. Autrement dit, l'aliment nous dit quelque chose de la vie mentale d'une société et de nous-mêmes, d'une population donnée, autrement dit. Donc, il faut soumettre ces matériaux de l'alimentation, à une analyse, nous dit-il, immanente. Alors, c'est quoi cette analyse immanente de notre alimentation? Eh bien, c'est en tant que l'aliment constitue une information, en tant qu'il est signifiant. Il n'est pas seulement objet de motivation plus ou moins consciente,
mais il est un véritable signe. Autrement dit, il est une unité fonctionnelle. C'est presque comme si notre aliment était un langage par lui-même. Hein. Il est porteur d'un véritable signe. Il vient structurer une communication qui nous échappe peut-être, et que Barthes nous dit, voilà, elle est là. Il faut affleurer à cette communication par l'aliment, il faut le regarder. Autrement dit, la nourriture, c'est un système de communication, je dirais presque comme un autre, en tant qu'il y a une articulation à travers les aliments d'un système de parler notre monde et notre société. Et alors, c'est aussi intéressant, c'est que soumettre ces faits à l'épreuve d'une analyse immanente, comme il le dit, hein, ces faits de nourriture, c'est montrer aussi les différences qui sont produites. Par exemple, il a des exemples formidables hein, dans cet article. Qu'est-ce qu'a produit le passage du pain normal au pain de mie? Qu'est-ce qui affleure hein, entre ce passage, entre cette différence? C'est le passage de la vie normale, le pain. Hein, le pain normal, c'est la vie quotidienne, hein, la vie au quotidien. Alors que le pain de mie, c'est je suis dans un état de réception. Je reçois plus que je ne vis. Autrement dit, il y a bien là une différence de signifié. Un autre exemple, nous dit-il, c'est quoi le passage du pain blanc au pain noir? C'est le passage paradoxal, hein, alors que le pain blanc était un signe de raffinement, c'est le contraire, le pain noir est devenu raffinement, mais ce n'est plus le pain blanc qui est adopté comme signe extérieur de raffinement. Et on pourrait comme ça multiplier les variétés d'un aliment, autrement dit en multiplier les unités signifiantes. Et le postulat de Barthes, c'est bien de dire que les unités signifiantes sont plus subtiles que les unités commerciales. Il est trop facile de ramener la nourriture du côté du commerce. Ça ne dit rien de ce que nous sommes et de ce que nous vivons et surtout de ce que nous voulons projeter avec nos aliments. Hein. Pour lui, le sens s'élabore non pas dans la production, mais dans la transformation de ce que nous faisons avec ces aliments que nous paraissons seulement recevoir. Bon, même en les recevant, nous disons quelque chose et nous portons quelque chose de nous-mêmes et plus généralement d'une société. Et nous dit-il, peut-être aucun aliment n'est signifiant par lui-même. Il devient signifiant par ce que nous en faisons. Et c'est peut-être un des postulats de sa recherche. J'aurai l'occasion peut-être de reparler de Barthes en détail. Oui, avec plaisir, voilà, c'est vraiment très intéressant, Nathalie, et je me posais la question en t'écoutant par rapport à ce signifiant et ce signifié que tu rappelles, qui est présent dans cet écrit de Barthes, que l'aliment consommé, qui est un prolongement de nous-mêmes, qui parle de nous-mêmes, est aujourd'hui consommé tout le temps. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'heures de repas. Ils mangent pratiquement tout le temps, debout dans la rue. Et aux États-Unis, c'est assez étonnant. Hein. J'avais été surprise moi-même lors de mes séjours états-uniens de voir ces personnes constamment consommer de la nourriture. Et les temps de repas se passe à consommer seul sa boîte de Wings devant un écran de télé, et seul ou en famille, on reste seul puisque personne ne se regarde. Et c'est vraiment intéressant parce que cet espace-temps relié à la nourriture, il dit aussi quelque chose de nous, de notre mode de rapport aux autres, à nous-mêmes, et aussi à l'histoire passée, au présent comme au futur. Pourquoi je dis ça? Parce que en t'écoutant, Nathalie, je me disais, au fond, oui, l'homme semble être complètement individualisé. C'est ce que j'écoutais là tout à l'heure, nos collègues, quand ils parlaient des zombies, en montrant que les zombies étaient des films au fond politiques qui montraient l'hyper-individualisme de nos sociétés, parce que le repas, au fond, mais le public va prendre part à notre discussion, c'est quand même un temps qu'on partage avec d'autres. Quand on prépare de la nourriture pour les autres, c'est un acte d'amour. C'est une manière de faire l'amour au sens voilà, plus large que l'expression qu'on entendrait tout de suite, c'est-à-dire de dire ou d'exprimer cet amour pour les autres. Alors on va décorer un repas, une table, préparer un mets, faire attention aux couleurs, et
Et ça, c'est comme un tableau qu'on composerait et qui ne s'adresse pas qu'à nous, isolés dans notre coin, et ayant ce rapport hyper affectif au sucre, justement. Ce sucre qu'on consomme jusqu'à ne plus s'arrêter, parce qu'il y a comme une addiction là-dedans. On le consomme surtout tout seul, au fond. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a l'impression que ce sucre qui nous fait du mal, qui nous alourdit, nous appesantit, nous isole aussi. Mais quand on commence à repréparer notre pain, notre gâteau, notre tarte, et qu'on réfléchit à ce qu'on met dedans par rapport à ceux qu'on invite, ça change tout, je trouve. Oui, alors Barthes, d'ailleurs, termine son texte en disant que peut-être que ce vers quoi on se dirige, je rappelle qu'il écrit en 1961, donc il faudrait peut-être réactualiser pour aujourd'hui toutes ces données, mais en tout cas c'est intéressant pour y réfléchir. Mais il dit quelque chose comme ça, je me permets de lire: la nourriture en somme va perdre en substance et gagner en fonction, hein, parce qu'il insiste sur la nourriture-fonction, sur une nourriture qui finalement indique ce que je suis en train de faire. Le sport que je suis en train de faire, le repas d'affaires que je suis en train de faire. Donc c'est un indicateur, c'est une posture, la nourriture. Donc il dit la nourriture en somme va perdre en substance, hein, donc en essence, en faisabilité, en communication, et gagner en fonction. Cette fonction sera générale, reprendra des activités comme le déjeuner d'affaires ou des repos comme le café. Mais la rigueur même de l'opposition entre le travail et la détente risque de faire disparaître peu à peu la traditionnelle fonction festive de la nourriture. Et ça, je trouvais c'est très intéressant. Peut-être vous allez rebondir là-dessus. Il y a quelque chose de cette fête, hein, de ce partage qui nous rappelle aussi la question de l'amitié. Bon, bien manger, c'est aussi manger avec qui, enfin, et comment, enfin, et qu'est-ce qu'on fait quand on mange, hein. Le bien manger, c'est aussi avec l'autre, c'est aussi la question du partage. Bon. Donc là, il y a dans la fin de cet article de Roland Barthes une espèce de, je crois, de diagnostic un petit peu de ce dans quoi on est, hein. On est moins festif, on est entre le loisir et le travail, hein, et l'activité non plus. D'ailleurs, il fait une différence entre activité, travail et loisir festif, hein. Je trouve ça très intéressant. Mais ça nous ramène à Plutarque et à cette relation que nous pouvons avoir aux bêtes. Et si nous pouvons continuer à manger de la viande, il faudrait peut-être s'intéresser à la manière qu'on a d'en manger et arrêter cet abattage en série, voilà, qui est complètement inhumain, quoi. Voilà. Alors, on est censé discuter avec vous, et vous passez le relais. Oui. Alors, il ne faut pas hésiter, parce qu'on lance des pistes, et puis on est là pour partager avec vous. Voilà, il y a un micro qui circule. N'hésitez pas. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez les textes de Plutarque à la sortie, bien sûr. Alors allez-y, posez-nous des questions, monsieur. Ou voilà, partagez vos expériences de nourriture, du bien manger, ce que vous entendez par bien manger. Bonsoir, merci, c'était très intéressant. Je suis assez surpris, je veux dire la même chose que je viens de dire à un atelier précédent, sur l'amalgame que les Français font, je ne suis pas français, hein, donc que les Français font aujourd'hui entre eux-mêmes et les Américains. Vous avez dit tout à l'heure que les heures de repas disparaissent en France, moi je ne le vois pas en tout cas. Dans les rues de Paris, je pense que la journée est rythmée par les heures d'ouverture des restaurants, heureusement. Moi, j'adhère totalement à ce principe. Et par contre, donc, je ne suis jamais allé aux États-Unis. Vous avez dit que pendant vos séjours aux États-Unis, vous avez été surprise par le fait que les Américains mangent tout le temps. Mais est-ce que, enfin, vous avez assimilé la France aux États-Unis et je ne comprends pas cette adhésion inconditionnelle au modèle américain qui est partout. Donc on a parlé des zombies tout à l'heure, il y a une demi-heure. Maintenant, quand on parle d'une autre institution en France qu'est la nourriture, on s'assimile aussi aux Américains. Pourquoi cette assimilation et pourquoi cette américanisation des esprits et des comportements? Oui, merci de votre question, elle est vraiment intéressante. Je répondrai en deux temps. Le premier argument serait de vous dire qu'on peut envahir un pays sans l'occuper. Et la meilleure manière d'envahir un pays, c'est par la langue, le globish, et par la nourriture.
le pain de mie à l'américaine, Harry's, les glaces à l'américaine, les manières de se comporter à l'américaine. Moi je vous dis ça, et inconsciemment j'ai assimilé 2 pays, merci parce que c'était inconscient, mais vous m'avez permis de le voir, parce que je suis toute la journée avec des jeunes, de 18, 20 ans, entre la fac et le lycée, et je vois comment ils font, quoi. Et c'est intéressant, parce que nous-mêmes on peut se sentir contaminé par ce mode de vie-là, quoi. Et on s'isole, on mange pas avec les autres, c'est intéressant. Parce que l'espace-temps de la fête, du partage, du repas en famille, il est comme émietté, mangé, rongé par un individualisme qui oublie ce temps du rapport, de la relation. Mais aussi par des nourritures qu'on n'a pas préparées, qu'on n'a pas pris le temps de faire. Le fait d'acheter tout fait, c'est aussi intéressant, le fait d'acheter tout fait. Et maintenant, il y a des émergents dans nos sociétés américaines, comme à Détroit, par exemple. Moi, j'ai vu ça beaucoup à Détroit, des émergents aussi à Paris, des chaînes de magasins qui vendent que des produits de la terre, des produits locaux. On revient à quelque chose qui n'est pas hyper commercialisé, hyper transformé. Les gens participent de plus en plus à des ateliers de chefs, ils font la cuisine ensemble. Donc, il y a des choses très positives, c'est pas tout noir. Mais c'est intéressant d'interroger notre manière de consommer la nourriture et le temps qu'on y passe, comment on le fait, quoi. On peut même être surpris soi-même quand on s'arrête et qu'on se dit « Attends, comment je mange? Avec qui je mange? Qu'est-ce que je mange ?» Ça en dit long sur soi et sur sa psychologie. Je crois que Nathalie a raison, elle a quelque chose à ajouter. C'était mon deuxième argument. Je vous remercie aussi de votre question parce que ça me permet de préciser, en tout cas par rapport à Barthes. Bon, vous avez compris, je vous ai parlé d'un article qui n'est pas moralisant en fait, qui est vraiment un descriptif de 2 sociétés. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, parce que c'est vrai qu'on a cette tendance à juger de l'extérieur depuis sa propre culture ce qui se passe ailleurs. Alors ce qui est intéressant avec Barthes, c'est que vraiment l'aliment est une langue, l'alimentation est une langue culturelle et qui a ses expressions propres et qui a ses codes. Et je voulais juste partager un petit peu avec vous, il dit que ce qui s'oppose aux États-Unis, alors on est en 61, donc moi je suis jamais allée aux États-Unis, j'ai pas les moyens, bon, pas encore, peut-être jamais d'ailleurs, enfin bon bref, il oppose au sucré américain. Il dit qu'est-ce que les Américains opposent au sucré? Ce serait pas du tout, c'est pas du tout la mer ou le salé, mais c'est plutôt le crisp ou le crispy. Et je trouve ça, il a vraiment regardez cet article parce qu'il a vraiment des exemples magnifiques. Et c'est quoi le crisp ou le crispy américain qui s'oppose donc pour eux au sucré? C'est ce qui crisse, c'est ce qui grince, ce qui craque, ce qui pétille. Donc c'est les chips, c'est la bière, ou alors ce qui est glacé, ou alors au contraire ce qui est astringent. Donc il y a là chez Barthes, en tout cas, à aucun moment il ne juge quoi que ce soit. S'il parle du vin français, c'est bien aussi pour signifier quelque chose de notre culture. Après, je rejoindrai un petit peu Isabelle. Il est vrai qu'on n'a pas besoin de massacrer des millions de personnes pour atténuer leurs différences culturelles. Hein. Ça s'appelle l'ethnocide. C'est-à-dire vraiment, on peut contaminer une culture par ses propres produits, mais j'ai trouvé chez Barthes intéressant cette absence de moralisation et de prendre finalement la nourriture à sa surface, comme une langue, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre question. Plus tard que lui, il est très moralisateur, hein, vous verrez. Hein. Bah, rien à voir. Prenez la parole, n'hésitez pas. Vous voyez qu'on est... Par rapport à la viande, pour y réagir, oui. Oui, monsieur. Peut-être un micro, parce que alors c'est vrai que le bruit de fond ne nous permettra pas de vous entendre. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Vous avez parlé d'abattage en série, en fait. Oui. Et je crois que dans la plus grande majorité des consciences aujourd'hui, en tout cas en France, le fait d'être complètement végétarien, c'est encore un peu compliqué pour beaucoup de gens, notamment dans les cantines, dans les institutions, dans les restaurants. Je suis pas tout à fait végétarien, mais je mange très peu de viande. Et à qui il faut s'adresser? Est-ce que vous avez déjà parlé à des gens qui sont concernés pour faire bouger les choses, pour, je sais pas, il y a un côté, j'ai entendu partout, populisme vert, liberticide, ce genre de choses. Comment on fait pour, je sais pas, que les gens prennent ça de façon plus ouverte et qu'il y ait des vrais changements qui opèrent en fait, à grande échelle en fait? Oui, tout à l'heure, par rapport à la question de monsieur, je parlais d'émergents. Je pense que dans nos sociétés,
Les consciences s'éclairent de plus en plus par rapport à toute une information qui nous est donnée par les médias, par les livres, par des philosophes. Hein. Je pense au dernier livre d'Alain Finkielkraut qui parle des animaux, l'homme et les animaux, qui est très intéressant. Et ces questions d'engagement dont vous parlez, par rapport à sa propre consommation, c'est déjà un premier engagement. Par rapport à ce que l'on peut faire ensemble, moi j'ai participé avec des jeunes de ma classe, de mes classes, à Extinction Rébellion, qui aussi prenaient fait et cause par rapport à cet abattage en série. Et puis on peut aussi se dire que nous-mêmes, là où l'on est, avec les personnes que l'on rencontre, on peut témoigner sans excès, sans aller mettre des pierres dans des boucheries à Lille. Hein. Voilà, c'est pas une idéologie excessive et intempérante, c'est, je pense, et c'est là le pouvoir de la philosophie, sa puissance, de dialoguer avec les autres dans un vrai débat d'idées. C'est ça qui est intéressant, de réunir des spécistes et des antispécistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon d'interroger le rapport qu'on a à l'animal et qu'on peut avoir avec l'animal. Et voyez, je vous parlais de film tout à l'heure, le film d'animation de Miyazaki, mais en répondant à votre question, je pense à ce film très drôle, là, les dieux sont tombés sur la tête, peut-être vous l'avez vu, où on voit un bushman qui tue une biche pour se nourrir, il n'y a rien d'autre. Et quand il la tue d'une flèche, très rapidement, elle n'a pas le temps de souffrir. Et ensuite, il enlève la flèche, il lui dit quelques mots en bushman, et il la remercie, de lui donner sa chair à manger. Il y a cet acte-là qui probablement, et je dis bien probablement, devait être peut-être celui de ces populations, de sapiens sapiens, nos grands ancêtres du paléolithique moyen, qui étaient des sociétés de chasseurs-cueilleurs, et qui vivaient de viande. Hein. Mais ces animaux, ils avaient un rapport avec eux, un rapport de conscience, de représentation. On le voit à Chauvet, on voit la réplique, hein. On le voit à Lascaux, ces bêtes qui peuplent leur imaginaire, qui peuplent leur représentation, ce sont des hôtes de leur propre repas. Ce sont des bêtes qui leur permettent de continuer à vivre et qui leur donnent aussi une énergie. Hein, vous savez bien, les gens qui vous reprochent d'être végétarien aujourd'hui, vous disent oui, mais si tu manges pas de viande, tu n'auras pas assez de fer, tu n'auras pas tous les oligo-éléments, tu ne pourras pas les trouver ailleurs. C'est intéressant parce qu'on a peut-être des idées reçues là-dessus. Et que cette viande qui nous est donnée aujourd'hui à consommer parce qu'elle aurait des vertus n'est peut-être pas celle que l'on tuait quand on pouvait chasser les bêtes dans la forêt. Et vivre de cette chasse, des fruits de cette chasse. Aujourd'hui, c'est des bêtes nourries aux hormones qui sont traitées dans des conditions affreuses, quoi, qu'on a du mal à voir. Et du coup, qu'est-ce qu'on mange, quoi? On ne sait plus ce qu'on mange. Mais comme c'est tellement transformé, c'est tellement joli, voilà, le steak fleuri-michon, là, dans l'assiette, on ne voit pas. Quand vous allez dans maternelle, les poissons, les gosses, ils dessinent des carrés, des triangles, il n'y a plus de poissons. C'est quoi, au fond, maintenant, ce qu'on mange? On ne le sait pas. Et cette absence de conscience, c'est peut-être là qu'est la vraie question. Quel autre rapport, tout en continuant à manger de la viande modérément, peut-on avoir avec l'animal en retrouvant un partenariat intelligent, un dialogue entre les hommes et les bêtes? Merci de votre question, c'est vraiment intéressant. Si vous avez d'autres questions là-dessus, ou sur Barthes, ou sur plus tard? Je sais pas, là, avec... Oui, avec plaisir. Avec plaisir, n'hésitez pas. Hein. Même des remarques, des témoignages, des réactions, allez-y. Merci. Une re-question sur Roland Barthes, du coup. Quel regard porte-t-il sur le vin? Alors, le vin, c'est... À part le fait que c'était une institution française, mais... Est-ce qu'il avait un jugement de valeur sur le vin ou Non, absolument pas un jugement de valeur, mais plutôt une boisson comme diagnostic, là encore, d'un mode culturel
propre à un peuple. Le vin, pour lui, c'est la boisson du labeur, c'est la boisson de celui qui travaille, c'est la boisson de celui qui prend aussi un temps, qui est en communication avec d'autres, qui est un temps du partage. Finalement, c'est l'inverse du sucré. Là où le sucré pour un Américain, c'est un temps que je prends pour moi-même, en dehors de cette civilisation qui m'oblige à travailler, à ne plus avoir du temps pour moi, à ne plus paresser, à ne plus m'arrêter pour penser un petit peu à moi. Eh bien, le vin, c'est le même effet, mais ailleurs. Voilà, ailleurs et dans un autre contexte culturel. Mais c'est aussi ça qui m'intéressait de partager avec vous, c'est en quoi bien manger, c'est aussi un temps à soi, un temps pour soi, avec les autres certes, et à chaque fois différent. D'où que quand on est vraiment à la recherche de ce que cela signifie, on est d'emblée dans une démarche d'ouverture. Voilà, et c'est ce que nous montre Barthes. À aucun moment il y a un jugement de valeur. On n'est plus dans ce qu'on est aujourd'hui. Je crois qu'il y a une surmoralisation aussi. Pour revenir un peu à la question que vous posiez, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Isabelle, la question c'est pas tant de ne pas manger de viande. Enfin, là il y a un petit problème. La véritable question c'est pas ne plus manger de viande. Moi j'en mange pas de la viande. Pourquoi j'en mange pas de la viande? C'est pas parce que j'aime pas ça. Je suis une excellente cuisinière. J'étais une excellente cuisinière de la viande. La question est les conditions dans lesquelles nos sociétés traitent l'animal. Voilà, alors on n'a aucune réponse à ça, on n'est pas chargé de répondre, mais en tout cas on peut au moins questionner ce rapport-là, cette surconsommation, ces animaux qu'on abat dans les conditions rappelées par Isabelle, la manière dont on les traite, et puis le fait aussi qu'ils terminent en grande majorité à la poubelle, des êtres vivants. Bon, ça engage aussi toute une politique. Ailleurs dans le monde, il y a quand même des gens qui crèvent de faim, alors que nous, on jette à la poubelle. Enfin, alors, on règle rien quand on mange pas de viande. Je dis pas que je règle quelque chose. Sauf qu'effectivement, il y a des images que je peux plus soutenir, enfin, je peux plus regarder. Voilà, vous connaissez les associations, je crois que c'est L214, c'est ça, hein, qui régulièrement fait parler d'elle, enfin, voilà. Ça me questionne en tant qu'être humain, qui n'est plus dans une époque où nous étions dans la domination. Hein, voilà, on était au-dessus de la chaîne, et on pouvait tout faire n'importe comment. Donc voilà, c'est un peu, on est chargé de se poser des questions peut-être. Merci à tous. Ça sonne, ouais. Mon Dieu, quelle horreur. Merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir posé des questions. Merci, trop court, hein. C'est beaucoup trop court.